Le roman d'un chef-d'œuvre, un podcast des ateliers Henri Dougier. Certains tableaux ont cette étonnante capacité de nous réenchanter, corps et âme, de mobiliser notre mémoire, notre imaginaire, nos émotions. Mais comment sont-ils nés ? Dans quelles circonstances et à quel moment de la vie de l'artiste ? Chaque auteur de cette collection raconte la véritable saga d'un tableau, en le mettant en scène à l'époque et dans le lieu où il a vu le jour. Ces fragments de notre patrimoine universel sont une source inépuisable d'émerveillement et d'empathie. Face aux violences du monde, à nos peurs, à nos tentations de repli sur soi, la voix des artistes réconcilie, réveille et rassemble. Résonne alors en nous cette quête éperdue du beau, la beauté, simplement. La première fois qu'il s'approche de moi, j'observe surtout son allure. C'est étrange, comme cet homme qui se juge intranquille, qui raconte sans phare ses accès de folie et qui peut s'abandonner à des exubérances et des excentricités, s'approche de moi avec un calme sûr. Il respecte une sorte de procédure, une forme de routine, m'installe sur l'un de ses chevalets, fait glisser sa main sur ma surface comme un médecin prendrait le pouls de son patient. Je suis plus grande que lui, 2 mètres de hauteur. J'ai exactement les mêmes dimensions que l'étudiant et l'autre lui-même, qu'il a peint en 2007. Je crois que ce format lui convient. En tout cas, c'est celui qu'on lui a commandé pour ce sujet consacré à la nature, et peut-être aussi à la nature humaine. Je le vois, lunettes fines sur le nez, pantalon ample tenu d'une ceinture, chemise large ouverte au col, cheveux grisonnants, ondulant vers l'arrière. Son visage est calme, rasé de près, avec ses belles pommettes qui témoignent du plaisir de sourire, ses grands yeux qui avouent à cet instant même une expression pensive. Ses rides sont douces, fines, mémoire de jours pénibles, de joies intenses. Oui, j'ai le sentiment d'être en sécurité entre des mains expertes qui savent les gestes qu'elles vont effectuer. Je m'étonne qu'il porte 3 bagues à la main droite. Forcément, chacune d'elles représente un engagement. Mais lequel ? Ses doigts sont fins, ses ongles bien coupés. Cet homme prend soin de lui. Il se respecte, même pour peindre dans son atelier, même lorsqu'il sait qu'il n'a d'autre rendez-vous qu'avec lui-même. Après tout, un artiste au travail peut également incarner l'élégance. Il s'assoit face à moi, me fixe, puis consulte plusieurs carnets en toile marron, rigides et volumineux, dont il parcourt les pages lentement. C'est fou, le nombre de dessins, de mots, de codes, d'informations qu'ils contiennent. Un seul jour s'achève-t-il sans qu'il ait noirci quelques lignes, retranscrit une pensée, dessiné une figure ? Jamais il ne sort sans ses carnets, confident permanent de ses sentiments, de ses idées et de ses surprises. Ils ne supplient pas une mémoire qui pourrait défaillir. Ils accompagnent une curiosité qui ne trouve nulle part son repos. Ils sont aussi nécessaires à son œuvre qu'une partition l'est pour un musicien. Ils sont sa force et son guide. Je crois que, pour lui, ces travaux préparatoires sont aussi précieux que le filon d'une mine pour celui qui l'exploite. Il n'est rien, pense-t-il, sans ces éclairs d'idées consciencieusement retranscrites sur le vélin. Parce qu'une image lui vient à l'esprit, il peut s'arrêter sans prudence au bord d'une route pour la retranscrire avec le plus de netteté possible dans son carnet. Au moment où il entame son œuvre, le voilà donc plongé dans ses esquisses, relisant des notes jetées hier ou voici plusieurs mois sur des pages où l'encre et le crayon se mélangent, comparant des traits, des figures, des angles, mais aussi des phrases, des idées, des souvenirs, tel un militaire analysant un ordre de mission et préparant un assaut. Il se lève jusqu'aux enceintes pour enclencher la musique qui soudain remplit tout l'espace. Aujourd'hui, un concerto pour piano et cordes de Schoenberg. Mais il ne revient pas aussitôt jusqu'à moi. Je comprends qu'il cherche encore quelque chose,
Un pinceau? Un crayon? Une huile? Non, il se dirige vers une autre étagère dont il extrait plusieurs planches déjà dessinées. Je suis en face d'un homme qui réfléchit, qui consulte, qui compare, qui imagine. Je comprends qu'il s'agit là des prémices de sa création. Il est en chemin. Cette belle formule qui va devenir le nom de l'exposition où je dois être présentée pour la première fois dans quelques mois. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré de La Vengeance divine selon Garouste, un ouvrage de Philippe Langenieux, paru aux ateliers Henri Dougier, qui mêle récit romanesque et enquête historique pour raconter l'histoire de Diane et Actéon, chef-d'œuvre de l'un des plus grands peintres contemporains, Gérard Garouste. Philippe Langenieux, bonjour. Bonjour. Après avoir publié dans la même collection un ouvrage sur le radeau de la Méduse de Géricault, vous avez aujourd'hui choisi d'écrire sur un peintre contemporain, encore vivant. Pourquoi Garouste ? Limiter le roman d'un chef-d'œuvre à des œuvres classiques, c'est-à-dire dans l'esprit de tous, à des œuvres de peintres qui seraient morts, ça serait limiter évidemment notre conception de ce qui est beau. Et nous travaillons déjà sur d'autres projets éditoriaux, comme un livre sur Ernest Pignon-Ernest ou sur Hérault. Mais Garouste ouvre la marche parce que sans doute c'est un peintre énigmatique, c'est un peintre mystérieux, c'est un peintre cérébral, et en même temps c'est un peintre qui a un vrai sens du réel parce que c'est un des rares peintres contemporains qui fasse un travail figuratif. Et donc ces œuvres montrent quelque chose. Elles racontent des histoires, en l'occurrence des mythes. Dans cette affaire, c'est le mythe très connu de Diane et qui est mis en avant. Diane punit le chasseur Actéon qui l'a vu nu dans son bain et elle le transforme en cerf. Et les chiens d'Actéon le dévorent. Voilà, c'est un tableau qui est puissant. Il appartient aujourd'hui à la fondation François Sommer, c'est-à-dire au musée de la chasse et de la nature. Et il faut dire que cette fondation nous a aidés et nous a encouragés à l'écriture de cet ouvrage. Et alors vous avez adopté dans votre récit un point de vue original, vous avez choisi la toile comme narratrice. D'où vous est venue cette idée et qu'avez-vous voulu transmettre par ce procédé ? Alors, en fait, nous sommes à une époque, à un moment, où le bien-être animal est considéré comme quelque chose d'important et où l'idée germe qu'un animal puisse avoir une conscience, n'est-ce pas ? De même, on pense que un arbre peut souffrir ou s'épanouir. Alors, au fond, pourquoi pas non plus une toile ? Ce qui est intéressant dans la toile, c'est ce qui dure dans le geste du peintre. Elle est le réceptacle de ses gestes quand il la peint, et puis ensuite elle en est la trace, elle en est la preuve. Et pour romancer l'œuvre d'un artiste qui est vivant, il fallait trouver un narrateur qui ne soit ni idolâtre, ni complètement mauvais joueur. Il fallait trouver un narrateur qui ne soit pas le peintre, qui ne soit pas le critique, qui ne soit pas le marchand. Pourquoi pas le peintre ? Parce que, comme il est vivant, il aurait peut-être contesté la manière dont le roman avait été conçu. Vous avez pris contact avec lui ? Oui, absolument. J'ai rencontré Gérard Garouste, absolument charmant. Je lui ai posé beaucoup de questions qui m'ont aidé à des détails dans l'ouvrage sur le nom du chat qui est dans l'atelier, sur la manière dont sa femme regardait ses tableaux, sur sa manière de peindre, sur sa manière de signer ses toiles, qui est extrêmement originale. Donc oui, bien sûr, Gérard Garouste m'a d'ailleurs même envoyé un mot extrêmement gentil, en disant que le livre était à la fois vrai et drôle. Voilà, je pense qu'il l'a trouvé drôle parce que c'est la toile qui parle précisément.
Oui, c'est intéressant parce que vous aviez déjà fait un choix original de narrateur pour votre premier ouvrage dans cette collection. Vous aviez choisi l'un des personnages peints sur la toile du radeau de la Méduse. On dirait que vous aimez vous positionner du côté de l'œuvre. Ce qui m'intéressait dans le fait que ce soit la toile qui parle, c'est qu'elle permet de faire comprendre au lecteur toutes les hésitations, tous les repentirs, tout le travail qui est réalisé par le peintre, parce qu'elle enregistre chacun de ses gestes. Et puis une fois qu'elle est finie, elle quitte l'atelier, elle a une autre vie qui commence, et cette autre vie est aussi importante que celle de sa création. Et moi, ça m'intéressait d'imaginer que cette toile entende les remarques qui sont faites par le marchand, par le visiteur, par le témoin, par le curieux, par le collectionneur. Et au moment où nous nous parlons, là, aujourd'hui, à cet instant, il y a sûrement quelqu'un qui est actuellement devant cette toile et qui dit quelque chose, et la toile l'entend, et donc elle le raconte. Oui, c'est l'un aussi des points marquants, je trouve, de votre ouvrage, c'est que vous donnez à voir, grâce à ce parti pris de narrateur, toute la chaîne de valeur de l'œuvre d'art, de son achat chez le vendeur de matériel. Oui, depuis le marchand de tableaux de couleurs, Charvin, jusqu'à la galerie Templon dans ses sous-sols, puis après à Saint-Paul-de-Vence, et enfin au musée de la Chasse. Effectivement, et à un moment, cette toile, elle est enchâssée, elle est mise dans des boîtes d'un professionnel du transport d'œuvres d'art. Voilà, donc oui, je trouve que c'est important qu'on comprenne qu'une œuvre d'art, quand on la regarde, en fait, c'est tellement de travail, c'est tellement d'interventions différentes, c'est tellement de démarches professionnelles qui se succèdent. Oui, c'est ça, vous l'insérez vraiment dans le circuit économique du monde de l'art. Donc Gérard Garouste a été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2017, et dans votre ouvrage, vous dépeignez une réaction contrastée de sa part. Par exemple, vous lui faites dire à son galeriste qui le félicite « Croyez-vous que ce titre nous statufie ? Ai-je davantage de talent ce soir qu'hier ?» Et le galeriste lui répond « Ce dont il est question, c'est de reconnaissance. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, de ce statut et de l'Académie ? D'abord, de l'Académie, je pense qu'on rentre pas à l'Académie avec des histoires pour enfants, que c'est une affaire sérieuse. Être reconnu comme académicien, c'est rentrer dans une compagnie de professionnels. Donc on n'est pas, c'est pas des juges, ce sont pas des experts, ce sont pas des collectionneurs, ce sont des gens qui font le même métier que lui, dans des arts différents. Il y a de la sculpture, il y a de la danse, enfin dans l'Académie des Beaux-Arts, il y a énormément de manières d'exprimer la culture différentes. Mais en rentrant dans l'Académie des Beaux-Arts, il ne devient pas pour autant académique. C'est-à-dire qu'il rentre pour ce qu'il sait faire, pour ce qu'il est, mais il ne s'oblige pas à imposer ensuite un style à des personnes qui s'intéresseraient aux travaux de l'Académie ou à rentrer dans un cadre complètement défini. Il arrive avec ses cheveux ébouriffés, avec son talent, avec sa folie, puisque c'est ainsi qu'il se décrit aussi. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'Académie, c'est que, bien sûr, elle ôte une partie d'anonymat de celui qui est élu, mais elle est l'expression d'un savoir-faire. Ce sont des hommes et des femmes qui sont issus des métiers de la culture et qui ne défendent pas en tant que tel une corporation, ils défendent l'art français. C'est ça qui m'intéresse dans l'Académie. Garouste semble à contre-courant de son époque, c'est d'ailleurs souligné plusieurs fois dans votre ouvrage. Il fait du figuratif, il s'inspire de la mythologie. En quoi pour vous réside sa modernité et celle de Diane et Actéon en particulier ? Alors d'abord, moi je me méfie beaucoup du mot de modernité parce que c'est un mot qui néglige le passé et c'est un mot qui finalement ne s'intéresse pas beaucoup à l'avenir. La modernité, c'est un temps très très arrêté. Garouste n'est pas moderne. Garouste est intemporel. Et il est intemporel parce qu'il est original.
L'originalité de Garouste, c'est évidemment de défendre l'art figuratif à un moment où lui est préféré, ou en tout cas est à la mode, l'art éphémère, les performances, l'abstrait. Mais il est un des rares peintres français à raconter des histoires et à montrer des visages, à nous faire connaître un paysage. Il est un peu inclassable en vérité. Et c'est peut-être parce qu'il est inclassable qu'il est finalement extrêmement moderne. Que pensez-vous que l'œuvre de Gérard Garouste nous donne à penser ? Ce qui est intéressant dans le travail de Diane et Actéon, c'est l'histoire d'une divinité face à un mortel. Or aujourd'hui, plus personne ne croit vraiment en Dieu, et on cache la mort. Donc au fond, ce que dessine ou ce que peint Gérard Garouste, c'est totalement à l'inverse de ce à quoi aujourd'hui l'esprit commun pense. Et il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de mort. Et d'une certaine manière, on peut s'interroger, quand on regarde bien ce tableau, sur le fait de savoir si Garouste n'a pas voulu démythifier le mythe. Car si on regarde bien le tableau, Diane semble totalement indifférente au sort d'Actéon, et on peut se demander si Actéon n'est pas tout simplement un méchant chasseur que ses chiens attaqueraient, ce qui plairait peut-être à Garouste, qui n'aime pas beaucoup les chasseurs. Et Diane, au fond, serait là un peu par hasard. Donc, un dieu par hasard, une mort un peu par hasard. Voilà peut-être ce qui fait l'originalité de cette œuvre. Merci beaucoup Philippe Langenieux. Votre livre La vengeance divine selon Garouste est paru aux ateliers Henri Dougier dans la collection Le roman d'un chef-d'œuvre. Il est disponible en librairie et en e-book. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune actualité de la collection et des ateliers Henri Dougier. C'était le 10e épisode du roman d'un chef-d'œuvre, une série podcast proposée par les ateliers Henri Dougier, conçue et réalisée par Margot Grélier et Gaël Bidan, à écouter sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à la peinture de Peter Bruegel l'Ancien et à son célèbre tableau La Noce paysanne. Nous nous quittons à présent sur la sélection musicale de l'auteur. Philippe Langenieux, vous avez choisi de nous faire écouter un passage de The Hunt, La Chasse, 73e symphonie de Haydn. Merci à vous, bonne écoute à tous, et à très bientôt sur les ondes du roman d'un chef-d'œuvre.